Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la mini-série de la Guilde sur la conduite de changement de QA. Toujours avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Donc dans ce 4e épisode, on va parler des indicateurs qu'on peut utiliser, notamment dans la conduite du changement, mais pas que. On va dire que c'est quand même un prérequis indispensable d'avoir des indicateurs. Et des fois, on arrive et il n'y a pas trop d'indicateurs. Donc déjà, la question, c'est comment tu fais pour mesurer en fait les pratiques, la qualité logicielle, qui a très très peu d'indicateurs aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes toi en premier quand tu arrives sur un projet avant de pouvoir enclencher une conduite de changement et une transformation autour de la qualité logicielle? Donc moi, ce que je regarde quand j'arrive sur un nouveau projet, la première chose que je regarde évidemment, c'est les dashboards de Jira, c'est les tableaux Kanban. C'est un très bon indicateur pour voir un petit peu la maturité de l'équipe et la façon dont est organisée l'équipe sur leurs pratiques. Typiquement, s'il y a plein de tickets dans la colonne code review, c'est que peut-être que les développeurs se parlent pas assez. S'il y a plein de tickets dans la colonne QA, c'est peut-être que les développeurs et les testeurs se parlent pas assez. Voilà, déjà ça, c'est le peut-être premier indicateur que je vais aller voir. Et ensuite, dans ce que j'essaye de suivre et de mettre en place comme indicateur, il va y avoir le nombre de bugs en prod. Ça, c'est un indicateur qui me paraît important. Ensuite, dans le temps, on peut mesurer le nombre de bugs corrigés et le nombre de bugs créés sur des périodes données. Donc ça, c'est un bon indicateur pour savoir si on prend en compte les sujets qualité ou pas, et si on crée de la dette fonctionnelle ou pas. Ou au contraire, si on est bien et on résorbe la dette fonctionnelle. Voilà, ça c'est des indicateurs. Après, j'essaye de revenir aussi. Ces indicateurs-là sont très liés à la qualité. Les indicateurs d'Aura de DevOps, Oui. qui reprennent aussi par exemple, il y a des indicateurs sur la gestion d'incidents, sur à quelle vitesse on va corriger des incidents et les rétablir la plateforme. Il y a des indicateurs sur le cycle time et le lead time. Ce genre de sujets sont des indicateurs qui peuvent être suivis par d'autres personnes, mais c'est toujours des indicateurs qui sont très intéressants pour voir est-ce que on est efficace, est-ce on va suffisamment vite, est-ce qu'on évite de perdre du temps sur des sujets fastidieux. Voilà, tous ces sujets-là. Et puis après, à côté de tout ça, il va y avoir les sujets liés à l'automatisation. Mais si on en parle, je pense qu'on peut facilement passer un épisode ou deux à parler de tout ça aussi. Ouais, tout à fait. Moi, il y a un indicateur que j'aime bien aussi, qui est pas dessus, mais au moins de le mesurer. C'est l'indicateur qui s'appelle, je sais pas si tu connais, le First Pass Yield. C'est la capacité à livrer du premier coup. Oui. Mais que ça soit dans la phase dans les différentes phases sur des différents environnements que tu vas avoir, pas qu'en production. Oui. Parce que tu peux les réussir à livrer bien du premier coup, mais que tu as fait énormément d'itérations sur la phase d'intégration ou de sanity check dessus. Bon, bref. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette capacité de est-ce qu'on est bien capable de livrer du premier coup ce qui était attendu. Et ça, c'est intéressant. Et si on est à du 50%, c'est quand même, ça veut dire qu'on commence déjà à passer beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on passe autant de temps à corriger et à maintenir qu'à livrer. Et donc, forcément, si on voit ça comme une chaîne de productivité, on va moins livrer de la valeur rapidement. Et c'est en général dans des contextes, quand on est en startup, on veut livrer des nouvelles features rapidement, mais qui vont avoir de l'impact et qui vont avoir de la valeur en production.
Je sais pas si tu connaissais cet indicateur ou si tu l'utilises toi aussi. Oui, tout Euh, à fait. C'est un indicateur que je connais, que j'ai déjà vu, que j'utilise pas forcément toujours parce que je considère que pour en arriver là, pour en arriver à cette finesse en termes d'indicateurs, il faut déjà avoir quand même une petite maturité. Il y a des indicateurs qui sont plus simples, hein, simplement le cycle time. Si on arrive à travailler dessus, à réduire la durée de vie des tickets, le moment où on prend le ticket et le moment où on le ferme, et souvent le moment où on le ferme, il faut que ce soit le moment où on le met en prod. Tout ça, c'est des choses qui sont assez simples à mesurer. Si on corrèle ça avec les bugs qu'on produit, qu'on livre en prod, voilà, on a déjà des petits indicateurs intéressants. Ce qui est toujours très important, je reviens encore une fois aux fondamentaux sur les indicateurs. Il faut jamais qu'un indicateur soit un objectif, d'une part, et il faut toujours corréler plusieurs indicateurs entre eux. C'est là où on va avoir des informations importantes. Moi, ce qui m'intéresse dans les indicateurs, c'est pas de me dire dans 3 mois ou dans 6 mois, il faut qu'on soit à 10 bugs ouverts. C'est pas ça. C'est de voir est-ce que dans le temps, sur 6 mois, on a de moins en moins de bugs. Voilà. Si on arrive à de moins en moins de bugs, déjà, on est en train ça veut dire que ce qu'on est en train de mettre en place est en train de fonctionner. ouais, c'est ça, t'as bien raison. Il faut faire attention à ça. Moi, le point auquel j'essaie aussi de faire attention, c'est la qualité perçue versus la qualité mesurée. Hum, Je vais peut-être donner un exemple un peu concret que j'ai vu dans un audit que j'ai fait. J'étais arrivé sur un projet et la qualité perçue était globalement bonne, mais il disait, bon, on a quand même, en production, même s'il perdait beaucoup de temps sur la phase de développement avec beaucoup de bugs, il disait en production on est plutôt bon. C'est un gros produit, il disait, on a une vingtaine de bugs qui sont mineurs, à peu près tout le temps dans l'année, ok? En fait, ils disent on corrige vite les bugs, donc c'est assez efficace. Donc quand on donne l'information comme ça, tu dis ouais, bah, c'est bien quand même, vous avez des choses, vous livrez régulièrement, il n'y a pas trop de bugs. Et après, quand tu regardes quand même l'historique des bugs sur les 6 mois précédents, tu te rends compte qu'il y a, je sais pas, 1300, 1400 bugs ouverts et fermés, hein, globalement, sur cette période-là. La moitié dans la phase de run, la moitié dans la phase de build. Dis, en fait, ouais, vous passez énormément de temps à corriger, vous êtes très réactif, mais finalement, vous passez beaucoup d'énergie à corriger, à défaire ce que vous avez fait pour le refaire. Et ça, faut faire attention à ces indicateurs-là. Et c'est là où tu as raison, où il faut corréler plusieurs indicateurs. Et pour moi, un indicateur, c'est un peu comme un thermomètre. Le thermomètre te dit que tu as de la fièvre, mais il te dit pas si tu as la grippe ou le Covid. Et ce qu'il faut après, c'est mettre en place de l'analyse des causes racines pour travailler sur quelles pratiques je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois améliorer pour avoir le plus d'impact, le plus efficacement possible dans mes équipes. Exactement. Et même sur la gestion des causes, il faut faire attention à pas essayer de trouver la solution qui va résoudre tous tes problèmes. C'est pas simplement parce que on écrit des tests end-to-end à tout va ou parce qu'on écrit des tests unitaires à tout va. Il y a plein de façons, toute une collection de pratiques qui font qu'on est efficace et que on va perdre moins de temps sur ce genre de sujet dont tu parlais. Par exemple, on est efficace, on n'a pas de bug en production, mais on a raté plein de choses en cours de route. Donc, ça, effectivement, il y a aussi plein de façons de le gérer ensuite. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention et qu'il faut mesurer aussi. Moi, à chaque fois qu'on met en place une pratique, ça peut avoir des effets positifs, mais ça peut aussi avoir des effets de bord. Il faut aussi les mesurer. Et je pense que ce qui est important lorsqu'on mesure des choses, c'est de dire, bon, on a fait quelque chose, bah finalement on s'est trompé, on pivote, on fait un pas de côté parce que finalement ça n'a pas apporté les bénéfices qu'on attendait, ou il faut le cumuler avec une autre pratique parce que c'est pas suffisant. Il faut pouvoir l'accepter, mais il faut pas se donner dire on verra dans un an. Non, il faut se donner des délais courts entre 1 et 3 mois pour voir les effets bénéfiques qu'on a dessus. Ça dépend de la taille du projet, ça dépend de l'inertie des équipes, mais je pense que c'est ça qu'il faut se donner une durée
pour mesurer les pratiques et de voir les effets positifs, ce qu'on va voir dessus. Ce qui est compliqué, c'est quand on a mis en place plusieurs choses et que d'autres équipes ont mis aussi d'autres choses pour essayer d'avancer, de se dire, bah, qu'est-ce qui a le plus apporté dessus? J'ai envie de dire, c'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on a amélioré les choses globalement, qu'on a lancé plusieurs initiatives et savoir laquelle a le plus contribué. C'est jamais évident et je pense que finalement, c'est la somme des initiatives qui ont permis de mettre en place ça. Et au-delà de ces impacts positifs, c'est surtout la culture que ça met en place de dire, bah, on peut faire des choses, on peut se tromper, et on peut essayer de s'améliorer tous ensemble. Oui, effectivement. Et tous ces indicateurs-là, finalement, ce sont pas vraiment des indicateurs qualité ou des indicateurs QA. Ce sont des indicateurs qui vont aider les développeurs à mieux travailler, qui vont aussi permettre d'avoir un produit qui répond mieux aux attentes des utilisateurs. Donc, tous ces indicateurs-là, c'est aussi des indicateurs qu'il faut corréler aux autres indicateurs de boîte ou des indicateurs tech ou tout ça. C'est pas, on n'a pas nos indicateurs à nous. Et c'est aussi important de tous ces indicateurs-là qu'on suit, de les partager tout le temps, de dire où on en est, de dire ce qui va pas, de dire ce qui va bien, toutes ces choses-là, c'est important de communiquer tout le temps dessus. Co-construire avec les équipes et communiquer à tout le monde. Je pense Ouais. que c'est voilà, la transparence et c'est important. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc bon, j'espère que ça vous aidera à mettre en place des indicateurs pertinents. N'hésitez pas à le faire avec les développeurs, les PO, les équipes support, les DevOps. Je pense que c'est indispensable. Mais au-delà de ces indicateurs, au-delà des pratiques qu'on a vues, Nicolas, ben, pour terminer cette série-là, ce qui est important dans le conduit du changement, c'est pas forcément que les pratiques, c'est que des fois il faut trouver les bonnes personnes pour nous aider sur les projets parce qu'on a besoin de plus de bras. Et c'est ce qu'on va essayer de développer lors de ce dernier épisode sur comment trouver des bons QA, notamment au-delà d'un CV. Merci Nicolas pour cet échange et je te dis à très vite pour le dernier épisode de cette mini-série. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.